Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne YouTube de l'UTL du Pays d'Aubagne et de l'Étoile pour une conférence qui va être consacrée aujourd'hui à la grande exposition universelle de Paris en 1900. Alors nous allons découvrir ensemble beaucoup de choses incroyables, des constructions qui font encore aujourd'hui partie du paysage parisien ou des installations qui participent au quotidien de millions de personnes dans le monde et qui ont été inaugurées à Paris au tournant du siècle. Alors cette exposition de 1900, elle a été décidée dès 1892 par le président Sadi Carnot. Sadi Carnot, on en a déjà parlé la dernière fois dans la vidéo précédente, puisque c'est lui qui avait déjà organisé l'exposition de 1889. Alors, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jules Roche, écrit dans son rapport que, je cite, « 3 ans à peine se sont écoulés depuis cette période brillante pendant laquelle la France, consciente de sa grandeur, sûre d'elle-même, déployait au milieu de ceux des autres nations les trésors de sa production artistique, industrielle et agricole. Cependant, l'opinion publique demande au gouvernement de fixer dès aujourd'hui la date des fêtes pacifiques auxquelles seront conviés tous les producteurs et tous les travailleurs du monde. Les progrès réalisés, ceux qui s'achèvent sous nos yeux, permettront d'entrevoir un spectacle dépassant encore par sa splendeur celui qu'il nous a été donné d'admirer. Quelle qu'ait été la magnificence des expositions précédentes, elles sont inévitablement éclipsées par les expositions nouvelles qui jalonnent la voie ouverte à l'humanité et résument ses conquêtes successives. Alors Jules Roche, en accord avec Sadi Carnot, va choisir la date de 1900 pour cette exposition. Bien évidemment, on ne choisit pas cette date au hasard, et Roche indique que ce sera la fin d'un siècle de prodigieux essor scientifique et économique, ça on l'a bien vu dans les conférences précédentes, et ce sera aussi le seuil d'une ère dont les savants et les philosophes prophétisent la grandeur et dont les réalités dépasseront sans doute les rêves de nos imaginations. Il conclut en disant « L'exposition de 1900 constituera la synthèse et déterminera la philosophie du XIXe siècle. » Le 13 juillet 1892, Sadi Carnot signe un décret pour l'institution de cette exposition universelle des œuvres d'art et des produits industriels ou agricoles qui devra se tenir à Paris entre le 5 mai 1900 et le 31 octobre qui suit. Alors quelques mois plus tard, comme d'habitude, une commission est nommée pour préparer cette exposition. Comme d'habitude, elle devra être plus grande et plus fascinante que la précédente, mais cette fois, le défi est assez conséquent, puisque, on l'a vu lors de la dernière vidéo, l'exposition de 89 avait déjà surpassé tout ce qu'on pouvait imaginer, à la fois en termes de fréquentation, puisqu'elle avait accueilli 16 millions de visiteurs, de nombre d'exposants, il y en avait plus de 60 000 en 89, des constructions, avec la Grande Galerie des Machines par exemple, ou de rentabilité, puisque en 89, c'est la première fois qu'une exposition universelle enregistre un bilan financier positif. Et bien entendu, il ne faut pas oublier les attractions, puisque avec la construction de la Tour Eiffel, il s'avère difficile de faire mieux en 1900. Alors la première chose à faire, c'est de trouver un emplacement. En 1889, 96 hectares répartis entre le Champ de Mars, le Trocadéro et l'Esplanade des Invalides avaient été réservés pour la manifestation. La question qui se pose tout de suite, c'est « Est-il possible de faire encore plus grand cette fois ?» Alors toutes les possibilités sont étudiées, y compris celle de sortir l'exposition du centre de Paris, avec peut-être une extension à Vincennes ou à Auteuil, et puis très rapidement, pour différentes raisons, que ce soit économique, des questions de transport, de prestige, etc., il a paru qu'il était totalement exclu que le cœur de l'exposition soit organisé ailleurs qu'au Champ de Mars. Donc il a fallu réfléchir à une implantation globale et des dizaines de propositions ont afflué de toutes parts. Certains ont même envisagé d'exproprier des Parisiens habitant dans les quartiers proches du Champ de Mars. Bref, tout ça a duré une bonne année de discussion. Arrive l'année 1893, il faut prendre une décision et il est donc décidé que l'exposition de 1900 se tiendrait
comme les autres années, sur le Champ de Mars et le Trocadéro, avec l'esplanade des Invalides en supplément. On y rajoute la zone allant jusqu'aux Champs-Élysées et une annexe dans le parc de Vincennes pour l'exposition d'agriculture et des moyens de transport. Au total, ce seront 216 hectares qui vont être utilisés pour la plus grande et la plus incroyable des expositions que la France n'ait jamais organisées. 112 hectares dans Paris, 104 à Vincennes, pour un total de 216 hectares, je viens de vous le dire. C'est 2,5 fois plus important que l'exposition de 1889 et c'est plus de 13 fois plus grand que la première exposition qui s'était tenue à Paris en 1855. Une fois que cette question de l'emplacement a été réglée, il a fallu déterminer ce qu'on allait construire comme infrastructure. Construire ou conserver. Alors la Tour Eiffel, bien évidemment, sera conservée, notamment à cause de la convention qu'Eiffel avait passée avec la ville de Paris et qui lui en assure la pleine propriété jusqu'en 1909. Le Trocadéro va également être conservé, mais il va falloir construire des nouveaux bâtiments, certains qui vont être destinés à rester, d'autres qui vont être éphémères dans la tradition des expositions universelles précédentes. Dans un premier temps, il convient de déterminer la surface d'occupation nécessaire pour chaque exposition. Alors la commission estime qu'il faut augmenter d'à peu près 25% la surface réservée à la France et de 50% celle des nations étrangères. Une nouvelle classification va être instaurée et on va procéder à de savants calculs pour savoir quelle place accorder à chaque classe d'objets. Alors voilà, je vous montre les résultats du premier calcul. Alors comme vous pouvez le voir, ce qui va occuper le plus de place, le plus de surface d'exposition, ce sont les œuvres d'art. Viennent ensuite tout ce qui concerne les tissus et les vêtements, l'exposition du génie civil avec les moyens de transport, puis la décoration et le mobilier, l'agriculture, la mécanique, tout ce qui concerne les mines et la métallurgie, et puis ensuite les industries diverses et toutes les autres catégories. Au mois d'août 1894, un grand concours est lancé pour les constructions. La condition préalable pour pouvoir concourir, c'est d'être français. Chaque projet devait comprendre divers bâtiments, palais, salles des fêtes, bâtiments administratifs, toutes les commodités, mais aussi les parcs et les jardins, les espaces de circulation à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte, des plans de stationnement à l'extérieur, puisqu'on commence à voir arriver les premières voitures, et puis, bien évidemment, hormis pour le palais du Trocadéro, tous les candidats sont libres de proposer la conservation, la modification ou la démolition de toute ou partie des monuments situés dans l'enceinte, y compris la tour de 300 mètres. Alors le règlement indique que bien évidemment, il s'agit de faire le plus beau possible pour le prix le plus bas. Vous voyez que pas grand-chose n'a changé depuis. Ce concours va déchaîner les passions. Plus de 108 projets recevables ont été déposés, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres, mais les autres ne répondaient pas aux conditions de présentation ou aux contraintes du budget. Et finalement, le 28 décembre 1894, les résultats vont être rendus. Et les 3 projets retenus ont été les projets de Charles Giraud, de Eugène Hénard et de Paulin. Alors il est intéressant de noter que sur les 18 projets primés, 12 conservaient la Tour Eiffel, 9 conservaient la Galerie des Machines de 1889 et 10 le Palais de l'Industrie de 1855 qui était encore debout. Cependant, aucune des propositions faites par les 18 architectes primés ne pouvait être réalisée dans son ensemble. Alors la commission va décider d'étudier les différents projets et de tirer le meilleur de chacun. Une des premières décisions fut de détruire le Palais de l'Industrie de 1855. Alors vous voyez sur cette image une gravure représentant le Palais de l'Industrie à gauche tel qu'il était en 1855 et à droite une photo qui montre le démontage de ce palais en 1899, donc vraiment au dernier moment, avec notamment les pièces de sculpture qui vont en être enlevées et qui vont être conservées.
Ce palais de l'industrie, pourquoi on va le détruire? Eh bien parce qu'on estime qu'il est d'abord très mal positionné par rapport au Champ de Mars. Ensuite, il est devenu trop ancien, c'est-à-dire il ne répond pas aux critères de modernité qu'on attend pour les bâtiments d'une exposition universelle. Et surtout, il est trop petit au regard de tous les bâtiments gigantesques qui ont été construits par la suite. Une fois le sort du palais de l'industrie réglé, venait le tour de la tour Eiffel. Fallait-il la conserver, la modifier? Alors je vous ai dit que Gustave Eiffel avait un contrat avec la ville de Paris, donc la conserver, ça a été vite réglé. Par contre, la modifier, la question s'est réellement posée. Le rapport général de l'exposition indique que au moment du concours, les projets de transformation de la tour de 300 mètres, puisqu'on l'appelle toujours la tour de 300 mètres à ce moment-là, ont été nombreux sans qu'aucun n'ait réussi à satisfaire le jury. Tout simplement parce que la majorité alourdissait le monument. Beaucoup de concurrents avaient décidé de raser la construction, ça on sait que c'était pas possible, sans parler des indemnités qu'il aurait fallu verser à Gustave Eiffel si on avait dû la détruire. Donc la réponse est simple, on la garde et on la garde dans l'état où elle est. Troisième bâtiment sur lequel il faut se prononcer, c'est la Galerie des Machines. Alors cette grande Galerie des Machines de 1889, je vous en remets une image, donc vous vous rappelez, on en a déjà parlé la dernière fois, cette galerie colossale, vous voyez là sur l'image, les petits points noirs ne sont pas des taches, ce sont des techniciens, des architectes qui se promènent dans cette galerie alors qu'elle n'est pas encore aménagée. Cette galerie, on va décider de la garder, mais d'y apporter quelques modifications pour s'adapter aux contraintes de l'exposition de 1900. Vient ensuite la question des accès. Alors, évidemment, on attend un flux de visiteurs assez important et il est envisagé de travailler beaucoup sur les ponts. En 1889, on avait déjà rehaussé et élargi le pont d'Iéna. Et puis là, en 1900, on va encore l'agrandir, l'élargir par des extensions métalliques. Et puis, on va faire des travaux sur d'autres ponts. On va par exemple doubler le pont de l'Alma par une passerelle métallique qui va être réservée à l'exposition. Pareil pour le pont des Invalides. Et enfin, on va construire la passerelle de Billy et le pont Alexandre III. Alors ça, c'est pour les visiteurs qui vont arriver à pied. Mais il faut également penser à ceux qui vont venir de loin. Donc, on va décider de refaire entièrement la gare de Lyon. Alors la gare de Lyon, elle avait été partiellement détruite au moment des événements de la Commune en 1871. Et puis, elle n'avait que 5 voies et donc on va décider de l'agrandir. Désormais, elle aura 13 voies de circulation. Et c'est notamment au cours de cette réfection qu'on va construire la grande tour de l'horloge et la façade sur la place Diderot. Alors cette exposition, c'est également l'occasion de mettre en place un nouveau mode de déplacement qui est en projet depuis déjà plusieurs années, puisque en 1898, les travaux ont déjà commencé. On a creusé des tunnels dans Paris pour l'installation du chemin de fer métropolitain. C'est donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, la naissance du métro parisien. Alors à l'origine, 6 lignes sont prévues, mais 2 seulement vont être inaugurées en 1900 et une seule, la première, pendant l'exposition. La ligne 1 est donc inaugurée officiellement le 19 juillet 1900. Elle relie la Porte Maillot au bois de Vincennes, où ont lieu l'exposition d'agriculture et les Jeux Olympiques. C'est ce qu'on a appelé les Jeux Olympiques, des manifestations sportives organisées pendant l'exposition. Grâce à ce métro et grâce à cette ligne 1, on peut désormais rallier en 25 minutes ces 2 points, alors que quelques jours auparavant, en omnibus, il fallait plus d'1h30. Donc c'est un gain de temps conséquent. Évidemment, tous les journaux en parlent, c'est un grand événement à Paris. Et dans l'édition du 20 juillet 1900, par exemple, le journaliste du Petit Parisien explique que le public a paru prendre au rapide voyage un plaisir d'autant plus vif qu'une fraîcheur très agréable règne dans les galeries souterraines éclairées à l'électricité.
Alors c'est immédiatement un franc succès, si bien que pendant les 6 premiers mois de fonctionnement du métro, on va enregistrer plus de 4 millions de passagers sur cette ligne 1, cette unique ligne de métro. Alors évidemment, ça va encourager les autorités à accélérer les travaux pour les autres lignes. Et puis, dès le mois d'octobre, la ligne 2 va être ouverte pour relier la place de l'Étoile et le Trocadéro. Alors on connaît tous ces célèbres entrées de stations de métro de 1900, comme celle que je vous montre, et qui est l'entrée de la station Porte Dauphine. Toutes ces stations de métro sont dues à Hector Guimard, qui était un jeune architecte lyonnais de 32 ans à l'époque, dont la carrière a commencé à décoller grâce à ces entrées de métro. Et ces édicules ont d'ailleurs fait sa célébrité dans le monde entier. À la fois la célébrité de Guimard et celle du métro parisien. Alors avant de rentrer dans le détail des constructions et des attractions que l'on pouvait voir à cette exposition, je vais vous présenter quelques chiffres avec des tableaux comparatifs qui vont vous permettre de voir l'évolution entre l'exposition de 1855, la première, et celle de 1900, celle dont on parle aujourd'hui. Alors je l'ai dit, l'exposition de 1900, c'est la plus grande jamais organisée en France, avec 216 hectares de superficie répartis entre le centre de Paris et le bois de Vincennes, donc 2,5 fois de plus que la précédente et 14 fois plus que la première exposition. Elle va accueillir également, ce qui est logique, plus d'exposants, mais toutefois pas autant que ce qu'on aurait pu imaginer, puisque il y en aura 4 fois plus qu'en 1855 sur une surface 14 fois plus importante. Donc ça veut dire qu'on va avoir des constructions beaucoup plus grandes et beaucoup plus imposantes, avec des grands espaces de circulation, des jardins, des parcs, enfin beaucoup d'aménagements extérieurs, ce qui n'avait pas été le cas lors de la première exposition. Alors pour ce qui est du nombre de visiteurs, là c'est spectaculaire, puisque en 1900, la date restera gravée comme celle de l'exposition universelle, ayant enregistré le plus grand nombre de visiteurs de tout le 19e siècle, exposition parisienne ou étrangère comprise. Alors vous avez ici les chiffres des expositions précédentes. Donc vous voyez 5 millions de visiteurs en 55, 15 millions en 67, 16 en 78, 32 millions en 89 et en 1900, on atteint 51 millions de visiteurs. Alors pour vous situer un petit peu, pour vous replacer dans le contexte de l'époque, en 1900, il y a en France 38 millions d'habitants. Et cette exposition va accueillir 51 millions de visiteurs. Ça fait en moyenne 250 000 visiteurs par jour. Pour comparer, en 1889, on était à 150 000 visiteurs par jour. Donc c'est 100 000 de plus par jour d'ouverture en 1900. Alors le bilan financier, certains vont le trouver catastrophique. Ça n'a pas été tant catastrophique que ça, puisque en 1903, le bilan provisoire faisait état d'une recette de 7 millions de francs. Alors bien entendu, l'investissement a été considérable, puisqu'il a fallu dépenser pour l'ensemble des installations et des frais de fonctionnement plus de 126 millions de francs. Alors 126 millions de francs en 1900, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. Si on prend le convertisseur de monnaie de l'INSEE qui tient compte de l'inflation, du pouvoir d'achat et de tout un tas d'autres critères économiques, aujourd'hui en 2020, ça équivaudrait à un investissement de 49 milliards et demi d'euros. Donc vous voyez, c'est littéralement, c'est vraiment dingue comme investissement. Et pourtant, donc 49,5 milliards d'euros, enfin l'équivalent d'investissement, mais le prix d'entrée, lui, pour les visiteurs, reste inchangé depuis la première exposition. Il est toujours de 1 franc pour le tarif normal à la journée et un peu plus cher pour les événements ou les visites nocturnes. C'est-à-dire qu'en 45 ans, on a multiplié par 14 la surface d'exposition, mais le prix d'entrée est resté identique. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu un point sur tous ces chiffres et toutes ces données, on va voir un peu plus en détail les infrastructures que l'on pouvait trouver dans cette exposition.
Alors vous allez très rapidement comprendre que je ne peux pas tout vous montrer tellement il y avait deux choses à voir dans cette exposition. J'ai donc fait un choix. Le choix de vous montrer un panorama assez large des bâtiments, mais je ne vais pas pouvoir m'attarder sur chacun d'entre eux. Alors, il y a beaucoup de photographies de cette exposition, des films aussi, et grâce à tout ça, on peut avoir une idée assez précise de toutes les merveilles que les visiteurs venus de toute la France et du monde entier pouvaient voir lors de leur visite. Alors, il y avait plus d'une trentaine d'entrées pour accéder à l'exposition. Mais la porte principale, elle, se trouvait sur la place de la Concorde. Vous voyez ici un dessin préparatoire pour cette entrée monumentale qui a été conçu par René Binet, un architecte décorateur originaire de Chaumont. Et cette porte, elle mesurait plus de 45 mètres de hauteur et était flanquée de deux gigantesques minarets. Alors bien évidemment, elle est d'inspiration orientale, vous le voyez ici sur cette photo. Elle était, il faut imaginer, là évidemment photo en noir et blanc, on est en 1900, mais il faut imaginer qu'elle était entièrement peinte de couleurs vives et la nuit, elle était illuminée par 3200 lampes électriques, évidemment pour le plus grand plaisir des visiteurs nocturnes qui avaient rarement, voire pour ne pas dire jamais, vu autant d'éclairage à l'électricité. Alors sous le grand porche de l'entrée principale, on trouvait les guichets d'entrée. Binet en avait prévu en grand nombre, il s'attendait à avoir beaucoup de visiteurs, et donc il avait prévu 32 guichets d'entrée, 16 de chaque côté, et grâce à ces 32 guichets, on pouvait faire rentrer près de 60 000 visiteurs à l'heure. Donc ça permettait d'avoir une fluidité au moment des entrées et de pallier aux problèmes qu'on avait pu voir pour les expositions précédentes. Alors une fois qu'on avait passé la porte, on démarrait par l'exposition d'horticulture et d'arboriculture qui présentait une collection d'arbres et de plantes rares. De là, on arrivait devant deux édifices donc sur la droite qui sont parvenus jusqu'à nous, le Petit Palais et le Grand Palais. Donc je vous ai mis ici que vous pouvez voir en bas à gauche et en bas à droite de cette illustration. Alors à propos de ces deux bâtiments, je vais vous lire un extrait du catalogue général de l'exposition pour que vous voyez un petit peu l'opinion qu'on en avait au moment de leur construction. Voilà ce que dit le catalogue. Les deux expositions précédentes nous ont laissé comme souvenir permanent l'une un bizarre palais en hémicycle au Trocadéro et l'autre la gigantesque tour Eiffel dont on peut admirer l'ossature de fer pour la hardiesse et l'habileté de sa construction mais qu'il est difficile de classer parmi les œuvres d'art. En somme, Paris se fut fort bien passé de ces deux embellissements, entre guillemets, mais cette fois, il n'aura pas à se plaindre et il lui restera de l'exposition actuelle un groupe de bâtiments qui, à eux seuls, suffiraient à la gloire d'une des capitales du monde. Nous voulons parler des deux magnifiques palais encadrant la triomphale avenue Nicolas II qui s'ouvre sur les Champs-Élysées et se continue par le monumental pont Alexandre III jusqu'aux Invalides dont le dôme doré termine cette admirable perspective. Il y a là un ensemble absolument merveilleux, tel qu'aucune ville du monde ne peut en présenter de semblable, et qui égale ce que Paris possédait de plus beau jusqu'à ce jour. Alors vous l'aurez compris, il était prévu depuis le début que le Petit et le Grand Palais seraient des bâtiments qui survivraient à l'exposition de 1900. Alors on va commencer par le Petit Palais. Il a été imaginé par Charles Giraud, qui était l'un des 3 finalistes du grand concours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Charles Giraud l'a conçu pour être éclairé uniquement en lumière naturelle. Ce petit palais, il va être rapidement considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture contemporaine à l'époque bien sûr, et il était dès l'origine consacré aux arts français. Depuis 1902, il abrite le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Pendant l'exposition, on pouvait y admirer des œuvres d'art classiques, mais aussi des ivoires, des bijoux, des tapisseries. Il y avait une galerie qui retraçait l'histoire du mobilier français depuis le Moyen-Âge. Bref, tout ce qui faisait la richesse artistique de la France. Alors, le catalogue général nous dit que l'on sort de cet admirable musée du Petit Palais, charmé, fasciné, avec le regret de penser que ces merveilles ne sont là que pour un temps trop court et que dans quelques mois, elles seront de nouveau dispersées aux 4 coins de la France. En face du Petit Palais, le Grand Palais.
Alors le Grand Palais, la construction va être confiée à 4 architectes, Henri de Glane, Albert Louvet, Albert Thomas et toujours Charles Giraud, qui va être chargé de concevoir les plans et de faire la coordination du chantier. Le Grand Palais, il a été construit à l'emplacement du Palais de l'Industrie de 1855 et il devient le Palais des Beaux-Arts de l'exposition de 1900. On peut d'ailleurs lire sur un de ses frontons, ce monument a été consacré par la République à la gloire de l'art français. Ça rappelle sa destination originelle. Là encore, grand succès, immédiatement, on estime que la façade est majestueuse et d'une grande pureté de ligne, malgré qu'elle paraisse à certains écrasée par l'immense verrière qui couvre la galerie intérieure. Et cette verrière, justement, c'est pour ça qu'on connaît le Grand Palais aujourd'hui, puisqu'elle est célèbre dans le monde entier. Cette verrière, malgré que certains puissent considérer qu'elle écrase le bâtiment, elle fait l'admiration de tous dès l'inauguration du Grand Palais en mai 1900. Alors on l'a vu les fois précédentes, c'est pas la première fois que les Parisiens ou que les visiteurs étrangers ont l'occasion de voir une construction en verre et en métal. C'est pas la plus grande non plus, mais tous vont s'accorder à dire que le Grand Palais est non seulement très réussi, mais qu'il fait honneur à la ville de Paris et plus largement qu'il participe au rayonnement de la France. Pendant l'exposition, on va pouvoir y admirer des œuvres d'art français, bien entendu, mais aussi des œuvres étrangères datant des 100 dernières années. C'est une rétrospective de l'art du 19e siècle, une rétrospective mondiale. Sous les verrières vont prendre place toutes les sculptures et les tableaux, les dessins, tout le reste, les gravures vont être exposés dans les salles périphériques et aux étages. En sortant du Grand Palais, on va pouvoir prendre le pont Alexandre III, qui est tout juste inauguré, qui est rutilant, pour rejoindre l'esplanade des Invalides. Alors ici, on va trouver tout ce qui concerne les arts décoratifs, les manufactures nationales, donc Beauvais, Sèvres et les Gobelins en première ligne pour la France, pour les tapisseries et les porcelaines bien sûr, et puis tout ce qui concerne le mobilier et les industries françaises à gauche, et les industries étrangères à droite, dans plusieurs bâtiments qui vont être disposés de part et d'autre de l'esplanade. Alors je reprends mon catalogue une nouvelle fois pour vous lire la description de cette esplanade des Invalides. Le catalogue dit ceci. D'une blancheur éclatante, relevée çà et là de quelques fresques ou flamboiements des étendards multicolores, ces édifices de style étrange dressent vers le ciel les plus fantastiques amalgames de clochetons, de coupoles, de pyramidions, d'arceaux enchevêtrés que le cerveau humain n'ait jamais imaginé. C'est là une des plus bizarres manifestations de l'art moderne, de l'archi-moderne style, poussé à un point qui fait vivement se féliciter que tout cela ne soit que du staff, c'est-à-dire du bois, du plâtre, du carton, destiné à bientôt disparaître sous la pioche du démolisseur. Donc, vous voyez, moins de succès que les deux palais des Beaux-Arts. Pour l'extérieur du moins, parce que le contenu de ces galeries fait l'admiration de tous les visiteurs. On trouve partout des expositions rétrospectives sur n'importe quel sujet, expositions rétrospectives du mobilier, de la coutellerie, de l'horlogerie ou même des jouets pour enfants. L'objectif est simple, il s'agit de retracer l'histoire d'une activité industrielle ou artisanale sur le siècle écoulé, voire plus parfois, afin de montrer toutes les évolutions techniques qui ont révolutionné soit la fabrication, soit la distribution, ou tout simplement le style de ces différents objets ou outils. Alors derrière ces bâtiments, sur la droite, on va trouver les premiers pavillons étrangers, exclusivement consacrés aux industries, depuis le pont Alexandre III jusqu'aux Invalides, dans l'ordre suivant. Le Japon, l'Autriche, la Hongrie, le Danemark, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie et la Belgique. Alors avant de quitter cette esplanade des Invalides, je vais vous faire un petit détour par une curiosité qui a été installée là, on ne sait pas tellement bien pourquoi, en réalité, c'est la Maison Bretonne. Alors la Maison Bretonne, vous le voyez sur l'image, c'est une construction qui nous dit le panorama de l'exposition universelle, est un joli coin de Bretagne en plein Paris, avec un menhir en granit, un calvaire du XVe siècle, et nous dit-on tout un peuple curieusement costumé qui retrouve là les habitudes et les jeux de sa province.
Vous voyez, la maison bretonne qui n'a rien à voir avec cette exposition industrielle. Dès lors que l'on va quitter les Invalides pour rejoindre les quais de Seine, et sur ces quais de Seine sont alignés les pavillons des puissances étrangères. C'est ce qu'on appelle le quai des nations. Alors le catalogue général, toujours, nous décrit le quai des nations de cette façon. La Seine forme en quelque sorte l'avenue centrale de l'exposition. Depuis la superbe arcade du pont Alexandre III, qui en marque majestueusement l'entrée, jusqu'au pont d'Iéna qui la termine entre la tour Eiffel et les pentes du Trocadéro, les deux côtés de cette avenue liquide présentent le spectacle le plus grandiose qui se puisse imaginer. Par une très heureuse inspiration, on a convié les diverses puissances à édifier, chacune sur ce point, un pavillon représentant les types caractéristiques de leur architecture historique et nationale. De ce véritable concours artistique entre les nations est résultée une série de constructions d'un intérêt remarquable et formant, malgré la juxtaposition imprévue de styles si différents, un ensemble presque harmonieux, en tout cas charmant, et où surtout rien ne choque le regard. Alors chacun de ces palais abrite des collections d'objets d'art anciens, et alors il va manquer la Russie, parce que la Russie a prévu un bâtiment tellement grand qu'on n'a pas pu l'installer sur les bords de Seine. Alors parmi les pavillons qui se trouvent sur le quai des Nations, on va voir le pavillon de l'Italie, qui est le premier que l'on voit en partant des Invalides. Le palais italien est inspiré de l'architecture vénitienne du XVIe siècle, puisque les architectes, vous le voyez, ont reproduit la porte du palais des Doges au centre de chacune des façades du palais italien. L'édifice est surmonté d'une coupole à l'image de celle de Saint-Marc de Venise et l'ensemble est recouvert d'or. À l'intérieur, on va y trouver des fresques, des vitraux et bien entendu des objets qui représentent l'art italien. Il y a des verres de Murano, des poteries de Florence, des bronzes copiés de l'antique, des dentelles de Venise, des bas-reliefs de Toscane, une reproduction du trône de Julien de Médicis, des tapisseries, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'art italien entre la Renaissance et le XIXe siècle. On va continuer notre voyage sur les bords de Seine avec le pavillon des États-Unis, qui est un tout petit bâtiment qui rappelle la Maison Blanche. Alors sur la façade principale que vous voyez ici sur la photo, il y a un arc de triomphe. Au-dessus de cet arc de triomphe, un quadrige recouvert d'or qui représente la liberté sur le char du progrès. En dessous, sous l'arche, il y a une statue équestre de George Washington. Et puis, au-dessus du dôme, bien évidemment, le pigargue à tête blanche, le rapace, qui est devenu le symbole des États-Unis après la guerre d'indépendance sur la décision de Benjamin Franklin. Alors, à l'intérieur de ce bâtiment, c'est un petit peu particulier parce que on va trouver une reconstitution d'un cercle aristocratique américain. En réalité, ce pavillon, il n'est pas destiné à être visité, il n'y a pas d'exposition à proprement parler à l'intérieur. En fait, il est destiné à accueillir les visiteurs américains pour leur fournir un lieu de détente ou un cabinet de travail pendant leur visite à Paris. On continue avec, derrière le pavillon américain, le pavillon du Danemark. Alors lui, il ne se trouve pas directement sur le quai, mais un petit peu en retrait, parce que tout simplement, le gouvernement du Danemark n'avait pas expressément demandé une place en bord de Seine, donc on l'a mis un petit peu en retrait. C'est un bâtiment entièrement en bois de sapin, une reproduction d'une habitation danoise du XVIIe siècle, y compris à l'intérieur. Un peu plus loin, on retrouve le pavillon de l'Autriche. Alors là, cette fois, c'est une reproduction miniature d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle typique de la région de Vienne. Vous le voyez avec son balcon, tous ces groupes sculptés à profusion partout sur la façade. Et puis, à l'intérieur, on trouvait une exposition d'œuvres d'art, des tapisseries, des étoffes et des costumes. Le catalogue nous dit qu'il est d'un intérêt assez médiocre, malgré la beauté de l'architecture extérieure. Alors j'en passe quelques-uns pour arriver maintenant au pavillon de la Finlande que vous voyez ici. Alors ce qui fait son originalité au milieu de tous les autres pavillons étrangers, c'est qu'il reproduit une église. Alors à l'intérieur, on va trouver des objets de l'artisanat finnois, des produits de l'industrie et de l'agriculture,
des tableaux qui représentent des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des modèles de bateaux. Et puis, au centre de cette église, dans une vitrine, la pièce principale de l'exposition, qui n'est autre qu'une météorite qui était tombée à Burbol en mars 1899. Alors, le catalogue de l'exposition conclut de sa visite au pavillon finlandais qu'il ressort de la visite de cette charmante exposition que le petit peuple finlandais est plein de vie et d'énergie et qu'il mérite que le colosse russe devenu son maître le traite avec douceur et lui conserve l'autonomie à laquelle il est si profondément attaché. Alors à cette époque, il faut rappeler que la Finlande est encore une région autonome de l'Empire russe, puisqu'elle va prendre son indépendance seulement en 1917. Un peu plus loin, l'Espagne, qui a vu les choses en grand avec cet immense pavillon royal de style Renaissance, qui est un mélange de plusieurs édifices célèbres de la péninsule ibérique, comme l'Alcazar de Tolède ou l'université de Salamanque. À l'intérieur, il y a une cour où on a placé une statue de Velázquez, et puis l'intégralité des pièces d'exposition est consacrée à l'art espagnol. À côté de l'Espagne, le pavillon de la principauté de Monaco. Alors Monaco, c'est la deuxième fois seulement qu'il participe à une exposition universelle, et c'est la première fois que ce minuscule État, comme on le décrit à l'époque, possède un si grand emplacement. Il s'agit d'un assemblage, en réalité, de plusieurs parties du palais princier de Monaco. À l'intérieur, on va voir une collection de plantes exotiques, des faïences et surtout une très abondante collection d'objets scientifiques réunis par le prince Albert au cours de ses nombreux voyages. Mais ce que tout le monde vient voir dans le pavillon monégasque, ce ne sont pas ni les plantes exotiques ni les objets scientifiques, c'est ce qui se passe au sous-sol. Parce qu'au sous-sol du pavillon monégasque, il y a une nouveauté, quelque chose que beaucoup n'ont encore jamais vu, c'est le cinématographe. On projette dans le sous-sol de ce pavillon un film qui leur présente la vie monégasque, les paysages de la Côte d'Azur et le territoire de la principauté. Et ça, bien évidemment, c'est ça qui attire le plus grand nombre de visiteurs. Alors, je vais arrêter là la visite du Quai des Nations. Alors, en tout, il y avait 22 pavillons. Donc, vous comprenez bien que si je vous présente les 22 pavillons, je ne vous parle pas du reste. Donc, je vais passer de l'autre côté de la Seine maintenant, où on pouvait trouver les installations de la ville de Paris, qui avait pour ambition de retracer l'histoire de la capitale. Il y avait également un grand aquarium. Alors ça, comme on l'a vu lors des éditions précédentes, ça a toujours beaucoup de succès. Et puis, quelques autres bâtiments. On arrive ensuite dans la zone du Trocadéro et du Champ de Mars. Alors, on va commencer par le Trocadéro. Le palais n'a pas été modifié. Il est toujours dans son état de 1878. Et au pied du palais, dans les jardins, on va répartir les pavillons des colonies et des protectorats français d'un côté et des colonies étrangères de l'autre. Alors, côté français, dans le carré le plus proche du Trocadéro, on va voir une exposition consacrée au Congo français, qui consiste à un pavillon colonial présentant les richesses agricoles comme le café ou le cacao. Il y a des armes ou des modèles de huttes. De l'autre côté des colonnades du Trocadéro, on va trouver l'Indochine, qui bénéficie d'un espace bien plus vaste, bien sûr. D'après le catalogue, elle représente, par le nombre et la beauté des édifices qui la composent, le plus magnifique spectacle. Alors en 1900, l'Indochine, c'est un territoire de 700 000 km² et l'exposition entend présenter toutes les régions de cette colonie. Résultat, je cite, c'est une véritable cité asiatique qui a été créée de toutes pièces au Trocadéro. Tout est là, il y a des bâtiments, des rocailles, des jardins, des ateliers divers et variés, des produits alimentaires, des animaux, des acteurs, des ouvriers, des artisans et même des soldats qui sont venus pour l'occasion. Au-dessus de l'espace consacré à l'Indochine, on va retrouver les Antilles françaises qui sont réunies en un même espace. Là, ce qui va être présenté principalement, ce sont les cultures de canne à sucre, les fruits exotiques et la production de rhum. Dans le second carré, de l'autre côté de l'esplanade du Trocadéro, on va trouver le pavillon de la Guinée, où les visiteurs vont pouvoir admirer des échantillons de bois et d'ivoire, par exemple, le pavillon du Sénégal,
puis celui de la Tunisie avec une reproduction en miniature d'une petite ville avec une mosquée, un palais, un souk, des maisons, un café bien sûr et des jardins sur une superficie d'environ 5000 m², donc c'est quand même très important. Et on va trouver dans ce pavillon de la Tunisie des échantillons de toutes les ressources naturelles et de tout ce qui fait la richesse de la culture du pays. Et enfin, le pavillon colonial le plus important pour la partie française, c'est celui de l'Algérie, qui est divisé en deux parties. Il y a le palais officiel d'un côté, qui présente un résumé de l'architecture du Maghreb avec à l'intérieur notamment un plan relief de l'Algérie, et puis des produits du terroir, du vin, de l'huile, des céréales, des fruits. Des collections archéologiques également, avec des moulages de statues, des moulages de monuments romains, des poteries. Et puis, la deuxième partie de l'exposition algérienne, avec la reproduction d'un quartier d'Alger, d'un quartier entier d'Alger, avec les maisons, les échoppes et les cafés. Alors, de l'autre côté, les colonies étrangères, alors je vais vous en montrer 4. Dans le premier carré, au pied du Trocadéro, la Chine. Alors là, la Chine, pareil, on a vu les choses en grand. Il y a un petit lac, un ruisseau avec des cascades, et puis 4 pavillons de style chinois, bien entendu. La partie consacrée à l'exposition de la Chine dans le catalogue général est assez intéressante. Je vous lis l'extrait et après je vous explique pourquoi c'est intéressant. Alors voilà ce qu'on peut lire sur la Chine. C'est d'une fraîcheur idyllique. Et avoir ce gracieux tableau animé de paisibles marchands aux robes de soie flottantes, aux longues nattes tressées vous accueillant d'un sourire aux portes de pavillons dorés, on ne peut s'empêcher de penser qu'en ce moment même, dans un décor tout semblable, au lointain Pékin, des Chinois tout pareils à ceux-ci ont égorgé nos missionnaires et menacé d'un sort effroyable nos soldats et nos diplomates. Il semble que même dans sa participation pacifique à notre exposition, le gouvernement chinois a voulu nous tromper et endormir notre méfiance par cette brillante démonstration. Mais toute association d'idées politiques mise à part, cette exposition est fort intéressante. Et justement, ce qui est intéressant dans ce passage du catalogue, c'est que c'est la seule et unique fois, où le rédacteur du catalogue se permet un commentaire sur la politique de l'un des pays représentés à cette exposition universelle. Alors bien sûr, il ne s'attarde pas, après il va rentrer dans le détail des collections, les costumes, les objets cultuels pour l'essentiel, les accessoires de toilette, etc. Mais il se permet quand même ce petit commentaire sur la politique et sur le gouvernement chinois, ce qui est assez exceptionnel dans un catalogue d'exposition universelle. À côté de l'exposition de la Chine, on va trouver les Indes néerlandaises avec 2 pavillons bâtis dans le style des habitations de Sumatra et qui encadrent une reconstitution de l'un des plus beaux monuments de l'île de Java, le temple de Chandhi Sari, que vous voyez ici sur la photo. Alors en 1900, ce temple il est en partie ruiné et l'architecte qui a été chargé de sa reconstitution pour l'exposition a fait preuve de beaucoup d'imagination, donc il a réinventé en réalité ce temple. On trouvait à l'intérieur des bas-reliefs hindouistes ou bouddhistes. Dans les 2 autres pavillons des Indes néerlandaises, on s'est employé à montrer l'influence des Européens sur la culture du pays, grâce notamment à des objets et beaucoup de photographies. Le rapport officiel de la commission néerlandaise explique qu'il s'est agi de montrer, je cite, comment les Pays-Bas ont réussi à faire de cet archipel une colonie qui est devenue leur principale source de richesse. Dans le second carré réservé aux colonies étrangères, on va trouver entre autres le pavillon de l'Égypte qui s'inspire des temples de Memphis et de Thèbes. Alors on est loin ici des incroyables constructions de Mariette pour l'exposition de 1867. Et puis l'intérieur ne déchaîne pas non plus les passions, parce que il y a tout un tas d'objets dont, nous dit-on dans l'ouvrage L'exposition du siècle, dont le clinquant ne cachait point la vulgarité. Et puis pour couronner le tout, on a fait venir des fausses momies, alors que, je vous le rappelle, en 67, on avait de véritables et authentiques objets archéologiques ramenés des missions françaises, et puis surtout de véritables momies. Cette fois, tout est faux et tout est clinquant pour les visiteurs et pour les critiques qui visitent ce pavillon égyptien.
Le pavillon des Indes britanniques, en revanche, lui présente une belle collection d'objets rares et de denrées locales, surtout de café et de sucre. Et puis, on va s'arrêter là pour les pavillons des colonies. De l'autre côté du pont d'Iéna, au cœur de l'exposition du Champ de Mars, on va trouver des pavillons isolés au pied de la Tour Eiffel qu'on appelle, je vous le rappelle encore à l'époque, la tour de 300 mètres. Alors vous le voyez sur le plan, il y a pas mal de choses au pied de cette tour. À gauche, il y a le palais du Tour du Monde, le club alpin, le palais du costume et les postes et télégraphes pour les grosses structures, mais aussi les manufactures d'État, l'automobile club, le palais lumineux, un chalet suisse et puis une maternité, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant la visite d'une exposition universelle. De l'autre côté de la Tour Eiffel, le Grand Palais de l'Optique, le Maréorama, le bâtiment des travaux publics, le Palais de la Femme, le Cinérama, un château tyrolien, une exposition intitulée Venise à Paris, la douane et un peu plus loin le Globe Céleste. Alors là, évidemment, vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte, mais je vais vous présenter la plupart de ces attractions maintenant. Et on va commencer par le Tour du Monde. Alors le Tour du Monde, c'est une attraction qui était organisée par Louis Dumoulin et c'était une série de toiles peintes qui formaient un panorama de paysages d'Asie et d'Europe devant lesquels les personnes ramenées de ces différents pays présentés se déplaçaient en jouant, en dansant, en travaillant selon le tableau qu'ils devaient incarner. Alors le bâtiment a été construit sur la base de moulages réalisés par Dumoulin lui-même sur des édifices indiens, indo-chinois, chinois ou japonais au cours de ses voyages. Et puis il présente à l'intérieur donc un voyage, donc le visiteur déambule au milieu de ces toiles immenses, à travers l'Espagne d'abord, puis la Grèce, la Turquie, la Syrie, Ceylan, le Cambodge avec les ruines d'Angkor, la Chine, le Japon, et puis un retour en Occident par Rome, New York et Amsterdam, et on finissait par les côtes de Provence. Alors c'est une des attractions les plus courues de l'exposition, le rendez-vous de tous les amateurs d'exotisme et de voyage, et le Figaro par exemple, journal Le Figaro du 25 octobre 1900 indique que le panorama du Tour du Monde et son théâtre exotique, dont sont toujours aussi suivis par le public de l'exposition, quoi de plus vivant et de plus séduisant que cette attraction, laissant aux visiteurs émerveillés la sensation absolue d'un voyage sur les plus beaux sites du globe, augmentée d'une sensation du plus intense Extrême-Orient pour ceux qui vont applaudir les danseuses japonaises et javanaises, les charmeurs de serpents et autres numéros aussi curieux qu'inédits. Alors le panorama du Tour du Monde a été récompensé et a obtenu une médaille d'argent parmi les attractions. Alors on va continuer notre visite en passant sur le côté est de la Tour Eiffel où nous dit le catalogue général, au bord d'un petit lac s'élève une construction d'architecture bizarre et de tonalité plus étrange encore. De la pièce d'eau, on aperçoit une vasque émergeant d'un chaos de rochers, une balustrade à curieux pilastres en forme de coquille, et au-dessus une sorte de kiosque surmonté d'un dôme et d'une lanterne, au-dessus de laquelle une statue allégorique tient un bouclier étoilé de lampes électriques. Comme couleur, on passe du vert au bleu, du jaune au rose, colonnes torses, guirlandes, dragons fantastiques sont d'autant plus inexplicables avec leur ton et leur contour imprévus que l'édifice porte ce titre répété partout en gros caractères, le palais lumineux. Alors qu'est-ce que c'est que ce palais lumineux ? Ce palais lumineux, on y accède d'abord par une grotte. À l'intérieur de cette grotte, il y a une verrerie avec des ouvriers qui font une démonstration de travail du verre. De là, on va emprunter un escalier entièrement en verre, avec des marches en verre, qui vont permettre d'accéder à une grande salle, également entièrement en verre, sol et plafond compris, un verre de toutes les couleurs. Il aura fallu pour construire le palais lumineux plus de 100 tonnes de verre. Mais c'est le soir en fait qu'il faut venir puisque le soir il est illuminé grâce à des centaines d'ampoules et il y a là, dit-on, une curieuse application du verre et de l'électricité qui n'a pas dit son dernier mot. On va partir de ce pavillon lumineux pour passer sous la Tour Eiffel et voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté.
en commençant par une attraction très populaire, le Maréorama d'Hugo Alesi. Alors cette attraction, c'est un peu le même principe que le panorama, c'est-à-dire des immenses toiles tendues. Alors ici, elles sont vraiment immenses puisqu'elles mesurent 750 mètres de long par 15 mètres de haut. Et au milieu donc, de ces toiles, au centre desquelles le visiteur va se promener, à ceci près que par rapport au tour du monde, ce ne sont pas les visiteurs qui se déplacent, ce sont les toiles qui bougent grâce à un système de rails et qui permettent d'avoir l'illusion d'un voyage en mer puisque les visiteurs sont sur une plateforme mobile que vous voyez ici sur cette gravure qui est de mauvaise qualité mais c'est la seule qui existe et qui montre le mécanisme du Maréorama. Donc cette plateforme mobile pouvait accueillir jusqu'à 5 à 6 000 personnes en même temps et leur donner l'illusion d'un voyage en mer depuis Villefranche jusqu'à Constantinople en passant par Naples et Venise. Alors les premiers visiteurs, c'est-à-dire jusqu'en gros du mois de mai au mois de juillet, ne pouvaient faire que la première partie du voyage, c'est-à-dire de Villefranche à Venise. Alors un article enthousiaste du Figaro du 30 mai précise que l'illusion est saisissante et parfaite et qu'un travail énorme a été nécessaire pour mettre au point cette attraction. Parce qu'il y a non seulement les toiles qui défilent sous les yeux des spectateurs, mais il y a aussi des animations. Par exemple, lorsqu'on arrive à Naples, des musiciens débarquent sur le pont pour jouer de la musique. Ou quand on arrive à Venise, ça simule un orage avec la plateforme qui se met à vibrer et à bouger comme s'il y avait une tempête en mer. Le 20 juillet, on va inaugurer la deuxième partie du voyage de Venise à Constantinople avec 3 voyages réservés aux invités et aux membres du commissariat général et aux commissaires des sections étrangères et coloniales. Et après cette date, les voyages vont être organisés toutes les heures, de 9h à 23h, sauf le lundi, où il n'y a que l'après-midi. Et nous dit-on, tout ça garanti sans mal de mer. Alors il y a eu tellement de monde que même avant que l'attraction soit présentée dans son intégralité, un très grand nombre de visiteurs a dû être refusé à l'entrée du Maréorama. Alors juste derrière ce Maréorama, on va trouver le globe céleste. Alors le globe céleste, vous le voyez ici sur cette photo à droite de la tour Eiffel. À l'intérieur de cet immense globe, il y avait un café-restaurant et à l'étage supérieur, une reproduction du ciel avec les étoiles et les planètes. Au centre, une terre gigantesque à travers laquelle on pouvait voir, grâce à des hublots, le soleil se lever et se coucher en même temps. Et on pouvait également suivre les différentes phases de la Lune. Dans le même secteur, il y a le palais de l'optique au pied de la tour Eiffel. Là, plusieurs salles successives présentent les dernières découvertes en matière d'optique et notamment tout ce qui concerne la lumière. Il y a également des dioramas qui présentent la formation de l'écorce terrestre, l'apparition successive des plantes, des animaux et de l'homme, mais aussi des agrandissements de préparation microscopique, des bactéries et des miroirs déformants. Alors évidemment, il y a un labyrinthe de glace, il y a un kaléidoscope et il y a également une salle consacrée au courant électrique et puis une autre qui propose même une démonstration de foudre. Une autre salle propose ce qu'on appelle des projections célestes, c'est-à-dire des agrandissements de photographies de la Lune sur lesquels le grand public va pouvoir découvrir pour la première fois de l'histoire de l'humanité les cratères de la Lune. Et puis il y a le clou du spectacle. Le clou du spectacle du Palais de l'Optique, c'est la lunette astronomique. Cette lunette astronomique, vous le voyez, elle mesure 60 mètres de long. Elle a été conçue par François Deloncle et elle permettait de grossir, alors selon les catalogues d'exposition, ils sont pas tous d'accord, on nous dit que cette lunette permettait de grossir entre 6000 et 10 000 fois et de pouvoir observer la Lune comme si on était à une distance, nous dit-on, comprise entre 58 et 80 km. Alors c'est mieux que tout ce qui existe à l'époque, hein, bien sûr. La lunette pèse 21 tonnes, elle possède 2 objectifs, le premier pour l'observation et le second pour faire des photographies. Comme elle est disposée à l'horizontale, évidemment, hein, 60 mètres, 21 tonnes, vous imaginez. Donc elle est présentée à l'horizontale et à l'extrémité, il y a un immense miroir de 2 mètres de diamètre qui permet de réfléchir la lumière et d'observer le ciel.
Alors rien que ce miroir, à lui seul, c'est une prouesse technique, puisqu'il est épais de 27 cm et il pèse 3,6 tonnes. Pour le réaliser, il a fallu construire un four spécialement pour cette lunette astronomique, et il a fallu bien sûr plusieurs essais avant d'arriver à avoir un miroir d'une telle dimension et surtout d'une pureté absolue pour pouvoir observer les étoiles. Alors, vous allez me dire, les visiteurs, ils ne peuvent pas voir la Lune tout le temps, à n'importe quelle heure du jour, lors des heures d'ouverture de l'exposition. Donc, comme la Lune n'est pas visible tout le temps, eh bien, on a prévu un écran sur lequel on va projeter des photographies qui étaient installées à l'extrémité de la lunette pendant les périodes où on ne pouvait pas regarder en direct les étoiles. Alors, on va passer maintenant à la dernière partie de l'exposition de 1900, celle qui est installée sur le Champ de Mars. Alors, sur le Champ de Mars, c'est là que sont exposées les principales sections industrielles, c'est-à-dire tout ce qui concerne les sciences et les arts, les mines et la métallurgie, les tissus et vêtements, les moyens de transport, la mécanique, les industries chimiques, l'électricité, les aménagements de la maison ou encore les produits alimentaires. Alors comme vous le voyez, on a des grands bâtiments sur les 3 côtés du Champ de Mars dans lesquels sont répartis par catégorie toutes les productions françaises et étrangères, les plus innovantes bien sûr, mais aussi les rétrospectives du siècle qui vient de s'achever. Le premier bâtiment sur la droite est consacré à l'enseignement, aux sciences, aux lettres et aux arts. On y trouve tout ce qui concerne les instruments de musique, les sections consacrées à l'imprimerie, la librairie, la géographie et la photographie. On peut par exemple suivre la conception d'un livre du début jusqu'à la fin. À côté de ce palais de l'enseignement, on va trouver le palais du génie civil et des moyens de transport. À l'intérieur, quelques salles sont consacrées à un musée des moyens de transport et qui retrace l'évolution des véhicules depuis un siècle. Le catalogue explique que nos ancêtres étaient vraiment des gens bien modestes, bien patients et s'accommodant de moyens de transport aussi primitifs en s'enfermant durant plusieurs jours dans des voitures aussi peu confortables. Alors à côté de ces voitures anciennes, on va présenter les véhicules les plus innovants de l'époque, comme des automobiles construites avec un luxe réel, bien sûr. Et figurez-vous que, nous dit-on, en constatant les progrès énormes réalisés durant ce siècle sous le rapport de nos voitures, de nos bicyclettes et de nos automobiles, on se sent autorisé à admettre que tout n'est pas fini et qu'il n'est pas impossible que quelques génies persévérants et hardis finissent par découvrir un moyen pour se maintenir en l'air, voire même pour le franchir. Alors le rédacteur de ce texte ne croyait pas si bien dire parce qu'il ne faudra pas attendre si longtemps, en réalité, puisque 3 ans plus tard, en 1903, les frères Wright, des Américains, vont faire leur premier vol motorisé, contrôlé, à bord de leur avion, le Flyer. Alors pour rester dans le temps qui m'est imparti, je vais faire l'impasse sur les industries chimiques, la métallurgie et la mécanique, pour aller faire un petit tour dans le palais du fil, des tissus et des vêtements, qui se trouve juste en face de celui des moyens de transport. Là, on va y trouver des matières premières, le coton, le chanvre, le lin, des cocons de soie, etc. Des machines qui permettent la transformation de ces matières premières, et puis des étoffes en elles-mêmes, et enfin les vêtements et accessoires. Alors comme pour les autres sections, tous les pays sont représentés, et dans l'espace attribué à la France, on va trouver également une rétrospective des anciennes modes d'habillement, nous dit-on. Alors on va maintenant passer à la partie transversale des installations du Champ de Mars. Vous voyez sur le plan un immense château d'eau qui occupait le centre de l'esplanade et puis juste derrière le palais de l'électricité. Alors toute la partie arrière, là où sont installées la salle des fêtes, l'agriculture et l'exposition alimentaire, en réalité c'est l'ancienne galerie des machines, construite en 89, dont nous avons parlé la dernière fois, qui va être modifiée et réadaptée pour cette nouvelle exposition. Alors on va commencer par le palais de l'électricité et son château d'eau. Alors cette construction, elle a d'abord comme objectif de masquer la galerie des machines pour changer de décor et pour que le Champ de Mars n'ait pas le même aspect qu'en 1889. Dans le palais de l'électricité sont présentées des machines à vapeur et des dynamos
qui distribue le courant dans toute l'exposition. Donc c'est au-delà d'être beau, c'est surtout un édifice qui est fonctionnel. Aussi beau qu'il soit en pleine journée, c'est la nuit que cette installation doit être vue. Donc vous voyez ici une photographie du palais de l'électricité prise de nuit. Alors elle n'est pas très nette, mais il faut se rappeler qu'on est qu'en 1900 quand même. Donc elle n'est pas très nette, mais elle permet quand même de se rendre compte du spectacle que ça devait être. Il y a 5000 lampes à incandescence disposées sur le couronnement du bâtiment. Au centre, il y a d'autres lampes qui illuminent la date de l'exposition, donc 1900. Et au sommet, une statue qui représente le génie de l'électricité, debout sur un char et qui brandit un flambeau représentant le progrès. Alors les gros rayons lumineux là que vous voyez, ils proviennent d'immenses projecteurs qui permettaient de changer la couleur des lumières selon la volonté des organisateurs. Alors le château d'eau est également illuminé grâce à des plaques de verre qui sont installées sous les jets d'eau et à travers lesquelles la lumière des lampes pouvait passer. Grâce à des électroaimants, on pouvait changer ces plaques par d'autres plaques de verre coloré pour changer la couleur des jets d'eau. Alors tout ça, ça peut nous sembler basique, on va dire, parce qu'on a tous vu des jets d'eau multicolores, des jets d'eau colorés dans des fontaines la nuit en ville, mais pour l'époque, c'est très technique. Et pour alimenter ces fontaines jaillissantes, monumentales, il faut se rappeler qu'on avait dû installer sur les rives de la Seine des pompes pour récupérer l'eau de la Seine pour l'exposition, pour ne pas priver les Parisiens d'eau pendant la durée de l'exposition. Donc c'est une installation vraiment incroyable pour l'époque en termes techniques. Alors entre ce palais de l'électricité et l'ancienne galerie des machines transformées, il y avait une salle appelée la salle d'honneur. Alors cette salle, c'est là qu'on présentait l'une des attractions officielles les plus réussies. Ça s'appelait la salle des illusions. Alors je vais vous lire un extrait du catalogue à ce propos. Quand vous entrez dans cette salle, vous êtes d'abord surpris de l'obscurité qui y règne. C'est l'impression qui nous a frappé le jour de l'inauguration. Peu à peu, vous vous habituez à ce peu de lumière et en regardant autour de vous, vous apercevez une multitude prodigieuse de gens qui sont simplement la réflexion des personnes qui se tiennent dans la salle sur des glaces immenses garnissant les murailles. En divers points du plancher sont disposés des sortes de puits entourés de lambris de bois, montant à peu près à hauteur de notre tête et masquant des faisceaux de lampes à incandescence qui projettent leur lumière en haut sur le haut de la salle. Celle-ci est toute dorée, d'un or atténué. Elle est tout à fait dans le genre oriental et nous rappelle de fort près le dôme de la fameuse salle des ambassadeurs de l'Alhambra de Grenade. Au sommet, une ouverture projette une lumière bleuâtre, tandis que l'or scintille discrètement sous l'éclat des lampes masquées. Soudain, un coup de sonnette se fait entendre, un orgue entame une marche, et la lumière électrique commence à nous donner des impressions les plus curieuses. Les lampes en forme d'étoiles compliquées qui sont pendues au dôme et que nous n'avions pas encore remarquées s'éclairent successivement et brusquement des nuances les plus variées et les glaces multiplient à l'infini ces lumières. Alors en fait, vous l'avez compris, ce sont des installations électriques qui s'éclairent, qui s'éteignent en rythme avec la musique. Une fois que cette introduction est faite, les machinistes vont faire descendre des gigantesques papillons et des libellules du centre de la coupole et vont les animer en rythme avec la musique. Et pendant toute la durée du spectacle, les lumières suivent le rythme et se colorent au gré de la musique. Alors cette animation, évidemment, elle impressionne beaucoup les visiteurs qui y assistent. Certains essayent d'y retourner plusieurs fois, mais malheureusement, il y a tellement de monde que bien souvent, ils ne peuvent pas. La galerie des machines maintenant. Voyons voir ce qu'on en a fait. Alors je vous remets une photo prise en 1889 avant l'installation des exposants pour que vous vous rappeliez à quoi ça ressemblait à l'origine. Et en 1900, on va décider de l'aménager pour y installer une immense salle des fêtes au centre et puis de part et d'autre, l'exposition de l'agriculture et de l'alimentation. Alors une image valant mieux que 1000 mots, voilà la salle des fêtes de l'exposition universelle de 1900. Cette salle des fêtes, elle couvre 6300 m² de superficie et mesure 75 mètres de haut, avec un vitrail de 1700 m² et une capacité de 15 000 personnes. À ce moment-là, c'est une des plus grandes salles du monde.
C'est là que va avoir lieu bien sûr l'inauguration de l'exposition, la remise des récompenses, mais finalement elle porte bien mal son nom puisque aucune fête n'y sera jamais donnée. En revanche, elle va servir durant toute la durée de l'exposition de salle de cinéma. Ça fait 5 ans qu'on connaît le cinématographe en France. Des projections sont organisées à Paris et dans d'autres grandes villes françaises, mais pour la grande majorité des gens, c'est quelque chose qu'ils n'ont encore jamais vu. Et puis surtout, c'est la première fois qu'on assiste à des projections réunissant autant de monde. Elles vont être organisées par les Frères Lumière, 2 séances de 25 minutes par jour, à 21h et à 22h. En tout, ça fera 326 séances de cinéma. L'écran est mobile, vous voyez sur la photo, vous ne voyez pas d'écran, c'est normal, il est mobile. Il devait pouvoir être enlevé pour ne pas gêner la circulation des visiteurs durant la journée. Et cet écran, il faisait très exactement 378 mètres carrés, c'est-à-dire 21 mètres par 18. Alors pour vous donner une idée, actuellement, le plus grand écran de cinéma de France est celui d'Euro Disney, avec 390 mètres carrés. Et plus localement, le tout nouvel écran IMAX du Pâté Plan de Campagne fait 375 mètres carrés. C'est-à-dire que le plus grand écran du cinéma de Plan de Campagne mesure 3 mètres carrés de moins que celui des Frères Lumière à l'exposition de 1900, il y a 120 ans. Chacune de ces séances réunissait 3 à 5 000 personnes et au total, ce sont 1,4 million de spectateurs qui sont venus assister aux projections des Frères Lumière. Alors bien évidemment, cet écran, il chauffait, donc il y avait une installation très ingénieuse qui permettait de faire glisser cet écran dans le sous-sol de la salle des fêtes. Et dans le sous-sol de la salle des fêtes, il y avait une grande citerne remplie d'eau froide. Et entre les deux séances, entre celle de 21h et celle de 22h, on faisait descendre l'écran dans la citerne pour le refroidir. Et puis, un petit peu de temps avant la séance de 22h, on le remontait pour la deuxième projection. Donc évidemment, ça fait partie des grandes innovations et des grandes attractions de cette exposition. Autre attraction incroyable, la Grande Roue. Celle qu'on a appelée pendant longtemps la Grande Roue de Paris, qui a été construite dans les aciéries d'Aumont, dans le Nord, par une société anglaise. Et cette Grande Roue, elle est restée la plus haute Grande Roue du monde jusqu'à la fin des années 1920. Elle mesurait 100 mètres de hauteur. Alors pour vous donner des éléments de comparaison, comme pour le cinéma, l'actuelle Grande Roue de Paris n'en mesure que 65 et celle de Marseille 55, c'est-à-dire à peine plus de la moitié. Donc 100 mètres de haut, 800 tonnes de métal pour la construire et elle pouvait accueillir simultanément 1200 personnes pour des tours de 20 minutes. Elle était activée par un moteur à vapeur qui activait en même temps une dynamo qui garantissait l'éclairage. Elle a été démontée en 1922 et il faudra attendre près de 70 ans pour qu'il y ait de nouveau une Grande Roue à Paris. Alors pour finir, je ne pouvais pas faire cette conférence sur l'exposition universelle de 1900 sans vous parler de l'une de mes attractions préférées, qui est le trottoir mobile. Alors qu'est-ce que c'est que le trottoir mobile? Eh bien figurez-vous que pour relier le Champ de Mars aux Invalides, l'organisation de l'exposition a eu l'idée de mettre en place un train électrique aérien. Alors les rails de ce train électrique courent à 7 mètres de hauteur et le train se déplace à 17 km/h. Rapide, pratique, confortable et aujourd'hui on dirait même écologique. Alors comme ils ont pensé à raison que ça ne serait pas suffisant pour permettre un flot important de visiteurs de se déplacer d'un point à l'autre, ils ont décidé de doubler cette ligne de chemin de fer par un trottoir mobile que voici. Alors il s'agit de 3 planchers parallèles courant à la même hauteur que le train, c'est-à-dire 7 mètres à 7 mètres du sol, et permettant de se déplacer soit à la vitesse de ses pieds, soit à 4 km/h, soit à 8 km/h. En fait, c'est l'ancêtre des tapis roulants de nos gares, aéroports et stations de métro. Il y avait des petits piquets entre les deux plateformes qui permettaient de passer de l'une à l'autre, et la troisième plateforme fixe permettait de s'arrêter dès qu'on le souhaitait. Le tour le plus rapide s'effectuait en 26 minutes. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui dure une trentaine de secondes et qui va vous montrer en temps réel comment fonctionnait ce trottoir mobile. Je connais une blonde, il n'en est qu'une au monde. Quand elle sourit,
le paradis n'a rien d'aussi joli que les charmes de ma blonde. Je n'aime qu'elle au monde, ses yeux charmeurs, son sorceleur, c'est tout mon bonheur. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce trottoir mobile ou trottoir roulant a donné lieu à tout un tas d'histoires. Alors, si on prend le Figaro, par exemple, pour ne citer que lui, on trouve au moins une 50aine d'histoires autour de ce tapis roulant. On va lire des histoires d'hommes qui suivent des femmes sur le trottoir mobile, des femmes qui regardent les messieurs passer depuis les fenêtres aux étages des immeubles parisiens, des objets trouvés, etc. Il y a même eu une demande en mariage sur le trottoir mobile, une chanson comique qui a été composée par un certain Paulin, une pièce de théâtre écrite par Monsieur Paulet, ou encore une histoire comme quoi le trottoir se serait emballé et se serait mis à rouler à 50 km/h, alors techniquement c'est impossible, hein. Tout le monde se serait jeté à plat ventre pour pas être éjecté et une jeune femme aurait eu sa robe prise dans le mécanisme et se serait retrouvée nue comme un verre en plein Paris. Bref, chacun y va de sa petite histoire et ça se multiplie au fil des jours. Au final, les Parisiens vont s'amuser follement de ce trottoir mobile tout au long de l'exposition, si bien que lorsqu'il va être démonté, beaucoup vont demander qu'on en installe un nouveau qui soit définitif. Alors le projet va être étudié pour une ligne souterraine passant sous l'avenue de l'Opéra et la rue de Rivoli, et puis finalement, il va être rapidement abandonné. Alors ce trottoir mobile, celui de l'exposition, va transporter près de 10 millions de personnes au total et comme le dit si bien le panorama, rien de plus charmant que ce chemin qui marche au milieu de feuillages des arbres dominant l'exposition. Et quel plaisir de passer d'une plateforme à l'autre dans un saut léger et gracieux qui quelquefois se termine par une chute sans danger. Alors c'est sur cette note joyeuse que va s'achever notre parcours au cœur des expositions universelles de Paris au XIXe siècle, avec une fin en apothéose avec cette exposition de 1900, celle qui porte si bien son nom, d'exposition du siècle. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai pas pu tout vous montrer tant il y a de choses à dire sur ces grands événements. J'aurais pu vous parler de toutes les innovations ou encore d'autres pavillons et attractions, mais comme à chaque fois, j'ai dû faire des choix, notamment pour des questions de temps. Alors si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller sur le site de Gallica, sur le site de la BNF. Vous y trouverez beaucoup de documentation, des plans et des magnifiques photographies, notamment des dernières expositions. Alors je vous rappelle également qu'une autre vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de l'UTL du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, qui évoque les expositions précédentes avec un focus sur celle de 1889 et la construction de la Tour Eiffel. Alors une petite conclusion tout de même sur ces expositions universelles. Il est évident que ces événements ont révolutionné l'industrie internationale, mais aussi les beaux-arts et l'histoire de l'architecture. La préparation de chaque exposition a été un défi pour les organisateurs qui n'avaient que peu de temps pour faire sortir de terre jusqu'à des dizaines de bâtiments, tous plus fous les uns que les autres. À chaque nouvelle exposition, on a vu que le bâtiment principal était toujours au top de ce qui était possible de faire à l'époque, que ce soit par les techniques de construction, la taille des bâtiments ou bien leur aménagement. Alors pour ce qui est des objets et des inventions présentées, rappelons-nous que c'est lors de ces 5 manifestations françaises que le grand public a pu découvrir, par exemple, la machine à coudre, le Colt à 6 coups, le télégraphe de Monsieur Morse, le béton armé, la machine à emballer le chocolat, mais aussi l'électricité, les premières locomotives à vapeur ou, comme on l'a vu aujourd'hui, le métro. C'est aussi grâce à ces expositions que l'on a pu voir sortir de terre la Tour Eiffel, le Petit et le Grand Palais, qui sont les derniers vestiges de ces rendez-vous de l'industrie et des beaux-arts et qui font aujourd'hui partie intégrante du paysage parisien et du patrimoine français. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. En attendant de vous retrouver dans l'amphithéâtre de l'UTL d'Aubagne, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.